Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui titille pas mal de propriétaires. Installer ses fenêtres soi-même pour faire des économies. Bonne ou mauvaise idée? C'est la grande question. C'est vrai que sur le papier, c'est tentant. On s'imagine déjà fier de son travail, avec quelques centaines, voire milliers d'euros en plus dans la poche. Mais une fenêtre, ce n'est pas juste une étagère, c'est un élément clé de la maison. Alors, on a examiné des sources qui pèsent vraiment le pour et le contre, pour voir si ça vaut le coup de jouer les apprentis menuisiers ou si c'est le meilleur moyen de s'attirer des ennuis. C'est exactement ça. Et il faut le dire tout de suite, la réponse n'est pas un simple oui ou non. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que la décision dépend d'une foule de facteurs. Le niveau de bricolage bien sûr, mais aussi l'état de la maison, le type de fenêtre et surtout les conséquences à long terme, celles qui sont invisibles au début mais qui peuvent coûter très cher. On va donc décortiquer les scénarios où c'est envisageable, et puis ceux où il faut vraiment lever le pied. Et on va surtout se pencher sur les risques très concrets, de la simple infiltration d'air jusqu'au point que tout le monde oublie, les assurances. Parfait. Allons-y. Commençons par le scénario idéal, celui où on peut se dire « Ok, je me lance ». Les sources qu'on a consultées, elles décrivent une sorte de situation parfaite. Le cas d'école. Voilà. Il faudrait un mur en excellente santé, bien droit, sans la moindre fissure. Des fenêtres de taille standard, faciles à manipuler, et des matériaux plutôt légers, comme le PVC ou l'aluminium. Et elles insistent sur une technique en particulier qui serait plus accessible, la pose en rénovation. Oui, et ça, c'est le premier point clé à bien comprendre. La pose en rénovation, c'est la méthode, disons, douce. En gros, on ne touche pas au cadre en bois ou en métal qui est déjà fixé dans le mur. Ce qu'on appelle le dormant. Exactement. On vient simplement encastrer la nouvelle fenêtre à l'intérieur de ce cadre existant. L'avantage, c'est que ça évite les gros travaux de maçonnerie, la poussière partout, et de devoir refaire la peinture. C'est plus propre, plus rapide. Donc si j'ai un vieux cadre qui a l'air encore solide, c'est la voie royale pour le faire soi-même. Alors attention, c'est justement là que se trouve le premier piège. Avoir l'air solide, ça ne suffit absolument pas. La condition non négociable, c'est que ce dormant existant soit techniquement irréprochable. Et ce qui est fascinant, c'est que même dans ce scénario qui paraît simple, les exigences sont très pointues. On ne parle pas juste de son apparence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui demande à ce pauvre cadre, en plus d'être juste big-fué là? On lui demande d'être aussi performant, ou presque, que la fenêtre neuve qu'on voit dans ce palais. Premièrement, il doit déjà avoir de bonnes propriétés d'isolation thermique. Si votre ancien dormant est un pont thermique, une vraie passoire à calories, vous aurez beau mettre la fenêtre la plus chère du marché, le froid continuera de passer par le cadre. C'est jeter l'argent par les fenêtres, au sens propre du terme. C'est clair. Deuxièmement, son étanchéité à l'air et à l'eau doit être parfaite et conforme aux normes actuelles, pas celles d'il y a 30 ans. Troisièmement, il doit être d'une stabilité mécanique à toute épreuve pour supporter le poids de la nouvelle menuiserie, qui est souvent plus lourde. Et enfin, il doit être compatible avec les instructions de pose du fabricant de la nouvelle fenêtre. Donc en fait, avant même de toucher un tournevis, il faut déjà avoir des compétences d'expert pour diagnostiquer l'existant. Ce n'est pas une simple inspection visuelle en se disant « Tiens, ça a l'air bien ». Précisément. Évaluer un dormant, ça demande de savoir où regarder, de détecter les signes d'humidité, de déformation. C'est une expertise en soi. Le scénario le plus simple demande déjà un diagnostic complexe. D'accord. Ça, c'est le cas d'école, le scénario de rêve où tout est aligné. Mais soyons réalistes, la plupart des gens qui bricolent le font dans des bâtisses qui ont une histoire, des murs qui ont un peu vécu. C'est là que les choses se compliquent, j'imagine. C'est exactement là. Les sources listent plusieurs drapeaux rouges, des situations où la prudence est de mise. On a les baies vitrées, évidemment. On parle de plusieurs centaines de kilos de verre à manipuler. Ah oui. Il y a les fenêtres de très grande taille ou situées en hauteur, qui ajoutent un défi de sécurité et de logistique. Et puis, il y a le gars que vous mentionnez, les murs anciens. Un mur qui n'est pas parfaitement d'aplomb ou de niveau, c'est un cauchemar pour un installateur amateur. Et enfin, on a l'autre grande technique de pose, la dépose totale. Attendez, la dépose totale, si je comprends bien, c'est quand on arrache tout, l'ancienne fenêtre et son cadre. On se retrouve avec un trou béant dans le mur. On part d'une page blanche. Ça ne devrait pas être plus simple, justement? On n'a pas à se soucier de l'état de l'ancien cadre. C'est une excellente question et c'est une erreur de jugement très courante. Sur le papier, oui, on repart de zéro. Mais en pratique, ce zéro, ce trou dans le mur, est rarement parfait.
Il faut préparer le support, parfois refaire un peu de maçonnerie, s'assurer que l'appui de fenêtre est impeccable. D'accord. Et surtout, il faut créer une étanchéité parfaite entre la maçonnerie brute et le nouveau cadre. C'est l'étape la plus technique et la plus critique. La moindre erreur à ce niveau-là et vous avez des infiltrations garanties. Ah oui. Avec la pose en rénovation, l'étanchéité principale est déjà assurée par l'ancien dormant. Avec la dépose totale, on est seul responsable de cette barrière contre l'eau et l'air. Il n'y a aucune marge d'erreur. Je vois. La page blanche est en fait un examen beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la source insiste sur l'importance d'une évaluation honnête de la complexité du chantier. Il faut savoir se regarder dans le miroir et se dire « Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça ?» C'est le conseil le plus important, l'honnêteté avec soi-même. Parce que les conséquences d'un excès de confiance, elles, ne pardonnent pas. Et justement, parlons-en de ces conséquences. C'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que les problèmes ne se manifestaient pas toujours tout de suite, avec une grosse flaque d'eau dans le salon. Les sources identifient 4 grands domaines de risque. Le premier, c'est le plus évident, l'étanchéité. Oui, l'étanchéité à l'eau et à l'air, c'est le fondement de tout. Si on rate ça, on a tout raté. Les symptômes sont classiques, hein. Le petit courant d'air froid qu'on sent sur la nuque en hiver, la buée qui se forme sur les vitres ou des traces d'humidité après une grosse pluie. Mais on pourrait se dire, bon, un petit courant d'air, c'est pas la fin du monde. Au début, non. Mais ce petit courant d'air, c'est le symptôme d'une maladie silencieuse pour la maison. Cette petite fuite d'air, c'est aussi une porte d'entrée pour l'humidité. Et l'humidité qui s'infiltre jour après jour dans un mur, même en petite quantité, va finir par dégrader l'isolant, faire pourrir les structures en bois, créer des moisissures. C'est un poison lent qui affecte non seulement le confort, mais la valeur et la salubrité du bâtiment sur le long terme. Le deuxième risque en découle logiquement. L'isolation, thermique et acoustique. C'est un peu comme s'acheter la voiture de sport la plus rapide du monde, mais de ne rouler qu'avec des pneus lisses et sous-gonflés. C'est ça. On achète une fenêtre triple vitrage dernier cri, mais si la pose n'est pas parfaite, elle ne vaut pas mieux que l'ancienne. C'est la parfaite analogie. Le maillon faible, ce n'est plus la fenêtre. C'est le joint de quelques millimètres qui était mal fait. Et là, l'impact est direct. L'un des articles prend l'exemple de la Suisse, où les normes énergétiques sont très strictes. Une pose non conforme n'est pas un petit défaut, c'est un échec qui se mesure directement sur la facture de chauffage. Ah oui? On peut formuler ça comme une règle cachée. Chaque euro qu'on pense économiser sur une mauvaise pose, on risque de le payer double en facture d'énergie sur les 5 années qui suivent. Le calcul est vite fait. C'est clair. Le troisième risque est plus mécanique, plus subtil. Il concerne le fonctionnement de la fenêtre au quotidien. On parle de la fenêtre qui frotte, qui coince, qu'il faut claquer pour la fermer. Exactement. C'est le syndrome classique de la fenêtre qu'on doit soulever un peu avec la poignée pour qu'elle se verrouille. Au début, c'est une petite manie, on s'habitue. Mais en réalité, c'est le signe que toute la structure est sous tension et qu'elle souffre. Et ça vient d'où? Les causes sont souvent 2 termes techniques que les amateurs ignorent, le calage et l'équerrage. Expliquez-nous ça simplement. Alors l'équerrage, c'est simple. S'assurer que le cadre est un rectangle parfait avec 4 angles à 90 degrés. Le calage, c'est encore plus subtil. Il s'agit de placer des petites cales en plastique à des endroits très précis entre le vitrage et le cadre de la partie mobile, l'ouvrant. D'accord. Ces cales ne servent pas juste à tenir la vitre. Elles répartissent son poids immense pour que l'ouvrant ne se déforme pas avec le temps. Si le calage est mal fait, ou si l'équerrage est mauvais même d'1 millimètre, tout le poids tire la fenêtre vers le bas et la déforme. Et le résultat? Résultat, dingue. Ça frotte et surtout, ça provoque une usure ultra rapide de tout le mécanisme de fermeture, les ferrures. Une fenêtre qui devrait durer 30 ans sera bonne à changer en 10 ans. On arrive au quatrième et dernier risque. Et là, on quitte le domaine technique pour entrer dans le domaine légal et financier. La source est formelle, la phrase est choc. Poser soi-même ses fenêtres annule toute garantie de mise en œuvre. En assurance, la garantie décennale en France par exemple. Il garantit son travail. Si on le fait soi-même, on devient son propre assureur. La garantie du fabricant sur la fenêtre elle-même, elle existe toujours. Mais elle ne couvre que les défauts de fabrication du produit, ce qui est très rare. Elle ne couvrira jamais un problème lié à l'installation. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si ma fenêtre a une fuite 1 an plus tard, je ne peux appeler personne, c'est ça? C'est bien pire que ça. Le vrai danger, c'est en cas de sinistre majeur. Imaginez un dégât des eaux. Une grosse infiltration autour de votre fenêtre, mal posée, endommage le parquet, le mur en plâtre et le plafond du voisin du dessous. Le cauchemar. Vous déclarez ça à votre assurance habitation.
Que vont-ils faire? Ils vont envoyer un expert. Et la première chose que l'expert va chercher, c'est l'origine de la fuite. Et il va vite la trouver. Très vite. Et s'il constate que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art, ce qu'un œil averti voit immédiatement, et qu'il établit un lien de cause à effet direct entre cette mauvaise pose et les dégâts, Le couperet tombe. exactement. L'assurance a le droit légal de refuser de vous indemniser ou de n'indemniser qu'une partie infime des dommages. Et là, l'échelle du problème change radicalement. Ça, c'est un point absolument crucial et terrifiant. On pense économiser 500 ou 1000 euros sur la pose, mais on prend un risque qui peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. C'est un pari que peu de gens réalisent qu'ils sont en train de faire. C'est un pari de roulette russe avec sa maison. L'économie de départ devient une goutte d'eau face au coût potentiel d'une réparation de mur, de plancher, sans parler des litiges avec les voisins. Le risque financier est totalement disproportionné. Bon, si on fait le bilan de tout ça, le message est assez clair. L'idée de poser ses fenêtres soi-même n'est pas à jeter complètement. Mais c'est réservé à une situation très spécifique. Très spécifique. Un bricoleur averti face à un mur parfait, avec une fenêtre standard, et qui opte pour une pose en rénovation sur un ancien dormant qui a été diagnostiqué comme étant techniquement impeccable. C'est le seul scénario à faible risque. Dès qu'un seul de ces éléments n'est pas présent, un mur un peu ancien, une baie vitrée, une envie de faire une dépose totale pour maximiser la lumière, on entre dans une zone de danger où les compétences requises et les risques encourus augmentent de façon exponentielle. Et les conséquences d'une erreur ne sont pas juste un petit courant d'air. On parle de factures d'énergie qui grimpent, d'un matériel qui s'use prématurément, et surtout, ce risque financier majeur avec les assurances, qui peut transformer une belle économie en un gouffre financier. C'est pourquoi la décision ne peut pas être basée uniquement sur le devis initial. Il faut intégrer une évaluation du risque à long terme. La vraie question n'est pas combien j'économise aujourd'hui, mais plutôt quel niveau de risque financier suis-je prêt à endosser personnellement pour les 20 prochaines années. Parce que, comme le montrent bien les sources, l'économie réalisée à l'achat peut être pulvérisée par le premier problème sérieux. Finalement, cette exploration autour des fenêtres nous pousse à une réflexion plus globale sur le fait maison. On parle beaucoup de compétences, d'outils, de tutoriels. Mais le facteur le plus important, c'est peut-être la capacité à évaluer objectivement ses propres limites. La question qui reste en suspens est donc, à quel moment précis est-ce que notre désir légitime d'économiser nous rend aveugles à un risque caché? Un risque dont le coût final pourrait être infiniment plus élevé que le gain espéré.